Crise de l'énergie, crise du gaz, crise de l'électricité, crise du pétrole avec les problèmes qu'on a actuellement sur l'essence. À côté de ça, crise de la monnaie, un krach obligataire et peut-être un krach boursier prochainement. Bref, les problèmes que l'on a sur la fin de l'année sont énormes et ils vont peut-être se poursuivre sur l'année 2023. Et pour en parler, eh bien, j'ai invité Philippe Béchade. Philippe Béchade, bonjour. Bonsoir à tous. Donc, vous êtes économiste, financier, vous êtes rédacteur en chef de la chronique Agora et de la lettre Les Affranchis. Et je mets un lien dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent aller voir les chroniques Agora ou la lettre Les Affranchis. Philippe Béchade, j'ai une première question. Donc, c'est les problèmes énergétiques que l'on rencontre actuellement, notamment sur le pétrole, sur le gaz et sur l'électricité. Et je voulais avoir votre œil d'économiste sur ces difficultés que l'on peut avoir. Pour vous, c'est dû à quoi et vers quoi on s'oriente? Est-ce que ça va s'aggraver prochainement? Alors, les problèmes de disponibilité de gigawatts, de terawatts, on peut dire qu'ils ont commencé, presque autour de 2005-2006, on a vu les premières centrales être mises à l'arrêt pour des travaux de maintenance, alors plus ou moins importants. Et assez curieusement, on s'est aperçu que ces travaux étaient assez facilement réalisables sur les premiers réacteurs datant des années 80. 2005, ils avaient 25 ans, et sur les réacteurs de 900 gigawatts, ça se faisait assez facilement. Les derniers, les plus puissants, 1200, 1400 gigawatts, qui ont été achevés en 2000, quand on a commencé à avoir des problèmes dessus, ce fameux problème de corrosion, là, on a découvert que c'était finalement plus compliqué qu'il n'y paraissait. Et depuis 2005, la production d'électricité nucléaire a constamment reculé en France. À partir de 2010-2011 et Fukushima, je ne vous fais pas de dessin, donc les écologistes ont obtenu l'arrêt du nucléaire en Allemagne, et en France, on a commencé aussi à leur donner des gages politiques. Donc, on a commencé à parler de l'arrêt de Fessenheim, pour lequel on a d'ailleurs fait des belles dépenses et une belle remise en état et à niveau à la fin des années 2010, une centrale qui était parfaitement opérationnelle lorsqu'on a décidé donc politiquement de l'arrêter. Donc il y a avec le nucléaire une vraie, je ne sais pas si c'est une volonté politique, mais en tout cas il y a eu un basculement en faveur du renouvelable, et à aucun moment il n'a été mis en place de plan pour compenser avec le renouvelable ce que l'on allait perdre en arrêtant Fessenheim, puis on va dire l'équivalent d'un réacteur tous les ans jusqu'en 2035. Je rappelle que Fessenheim, qui est un de ces réacteurs à 900 gigawatts, faut 360 éoliennes, grosso modo, pour compenser. Donc vous voyez, il en aurait fallu quelques milliers pour compenser l'arrêt de 6, 8, 10 réacteurs. Là, surtout que quand on met des éoliennes, on est obligé d'à côté de mettre d'autres centrales au gaz ou au pétrole, parce que l'éolien est un intermittent et ne marchant que 25% du temps au mieux, parce que là, au mois de septembre, c'était une catastrophe, mais au mieux 25% du temps, vous êtes obligé de mettre en plus une autre centrale au gaz à côté pour pouvoir faire fonctionner le tout, quoi. Oui, alors, c'est là qu'on va aborder un autre sujet. Implicitement, dans l'arrêt des réacteurs, et avec cette substitution effectivement partielle du renouvelable non pilotable, il y avait l'idée qu'on allait s'échanger des gigawatts entre Européens. En fait, chacun a travaillé dans son coin, sans jamais consulter le voisin. Les Allemands ont décidé d'arrêter le nucléaire, bon, poum,
Voilà, ils ont couvert l'Allemagne d'éoliennes avant de découvrir que ça produisait à peu près 30% de moins en moyenne que ce qu'ils anticipaient. Je ferme la parenthèse. En fait, il n'y a jamais eu de vrai plan européen. Alors que lorsque le nucléaire français a été développé, il était évident qu'il y avait un client numéro un qui était l'Allemagne, il y avait un client secondaire qui était l'Angleterre. Et en fait, on a quand même pensé l'énergie à l'échelon européen. En fait, depuis 2000 et depuis qu'on a le fameux euro, l'Europe, tout ça, on n'a plus aucune réflexion stratégique à l'échelon européen. C'est quand même quelque chose d'assez vertigineux. Alors, maintenant, on décide de se passer du gaz russe, voilà, sans avoir non plus réfléchi à quelle était la substitution possible. Et on accuse bien sûr le méchant de l'histoire de se servir de l'arme du gaz et de faire du chantage. Oui. Mais nous, on peut donner des canons à l'Ukraine, mais eux, ils n'ont pas le droit de nous couper le gaz. Non, mais c'est surtout que c'est nous-mêmes qui décidons de le boycotter. Hein, oui. Et après ça, on dit il ne nous livre plus de gaz. Et surtout, pour être sûr qu'il ne puisse pas nous en livrer, on décide qu'on ne peut pas payer en dollars et en euros. Mais on n'a pas le droit de payer en roubles non plus. Donc c'est fantastique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait. On échange son gaz, je ne sais pas moi, contre des sacs Vuitton ou des grands crus bordelais. Un truc qui plaît aux oligarques russes. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on fait. Donc là, on se met tout seul dans la mouise, dans la difficulté. Et tout ça pour se tourner vers des Américains qui nous vendent. Alors, on peut le lire en ce moment. Le GNL 4 fois le prix que nous facturait la Russie, enfin Gazprom. En fait, Olaf Scholz, il a dévoilé le poteau rose. Non, pour l'instant, c'est 7 fois. Je rappelle qu'à 2 fois le coût de l'énergie au gaz, à 2 fois, l'industrie allemande n'est plus compétitive. Donc vous imaginez qu'à 7 fois, c'est mort et archi-mort, même si d'un seul coup, par un miracle, je ne sais lequel, on pouvait disposer comme ça, en claquant des doigts, de 100 méthaniers géants faisant le défilé entre Hambourg et les ports du Texas, en imaginant ça, sans méthaniers qui nous tombent du ciel, de toute façon, au prix où est le GNL, c'est absolument pas jouable, c'est impossible. L'industrie allemande, elle n'a plus qu'à s'arrêter. Voilà. Et l'industrie française, heureusement, il n'y en a quasiment plus. Mais quand on parlait de réindustrialiser la France, c'était tout à fait concevable. Si on avait un outil de production d'électricité nucléaire qui produisait à peu près, je ne sais plus, c'était 65 terawatts en 2000. Donc aujourd'hui, on doit être à 30 ou 35. On est quasiment à la moitié. Réindustrialiser sans énergie, mais c'est une farce, c'est une blague, ça n'existe pas. Oui, il y a une grande phrase en économie qui est que finalement l'économie, c'est de l'énergie transformée. On ne peut pas baisser notre consommation d'énergie et augmenter notre outil industriel. C'est des choses totalement impossibles. Absolument, c'est une maxime cardinale qui était déjà vraie à la fin du 19e siècle. En fait, l'économie, c'est effectivement de l'énergie transformée et du capital. Sans capital, on ne construit pas d'usine non plus, hein, c'est évident. Mais si on n'a pas d'énergie, on n'envisage même pas de construire une usine. Donc à ce moment-là, si on n'a pas de capital, c'est pas très grave. Oui, et là, le gros problème que l'on a, c'est justement, on entend nos politiques. Moi, j'entends souvent Agnès Pannier-Runacher, mais on a même entendu le président de la République dire à l'horizon 2050, il faut qu'on ait 40% d'énergie en moins, qu'on consomme 40% d'énergie en moins en France. Et ce qu'ils ne disent pas, enfin, ce que l'on ne dit pas aux Français, c'est globalement, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup plus de chômage, une récession, et que la classe moyenne inférieure va se retrouver pauvre, la classe moyenne, vraiment moyenne, va être déclassée, et ne vont s'en sortir que les riches parce qu'ils seront partis ailleurs, et tous les autres, vraiment, vont avoir des difficultés économiques très importantes. Si on baisse la consommation de 40% d'ici 2050, ça veut dire que nos enfants seront pauvres. Hein. Il n'y a pas de... Enfin, à mon avis, après,
vous êtes peut-être plus au courant que moi, mais à mon avis, ça veut dire que voilà, on prépare nos enfants à être pauvres, en fait. Écoutez, je vais vous raconter une anecdote de vieux con. Dans les années 70, je me rendais volontiers chez un grand-oncle qui était cheminot, du côté d'Hermont-Aubonne. À l'époque, les dernières locomotives à charbon circulaient encore dans la banlieue parisienne sur le réseau. Et ce brave cheminot, avec son seul salaire de cheminot, avait pu élever 3 enfants, dont un a fait des études d'ingénieur brillantes. Sa femme ne travaillait pas, elle élevait les enfants, c'est assez classique, et ils avaient une voiture. Voilà, tout ça avec un salaire de cheminot. Hermont-Aubonne, c'est plutôt, je dirais, de la bonne banlieue sympathique, pavillon en meulière, 700-800 mètres carrés de terrain, tout ça très bien. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, un cheminot peut même envisager d'être seulement locataire à Hermont-Aubonne avec le salaire qu'il a aujourd'hui? C'est très très compliqué. Il faut que madame travaille et il faut même éventuellement, je ne sais pas, prendre un petit job sur Internet pour compléter un peu si on se débrouille bien et on est à l'aise avec des outils comme WordPress, etc. Avec deux boulots, on s'en sort difficilement quand on appartient à la classe moyenne. Bientôt, il en faudra 3. Et avec une énergie qui va prendre 15% l'an prochain, à quel niveau se situera le litre de sans-plomb ou de gasoil, on n'en sait rien, mais ça va être extrêmement compliqué. Voilà. Et le déclassement, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus là depuis l'invasion de l'Ukraine. C'est un lent processus et qui s'accompagne d'un enrichissement d'une ampleur jamais vue dans l'histoire de l'humanité, ou alors il faut remonter à l'Inde des Maharajas ou à la Perse antique, un transfert de richesse on va dire des 2/3 inférieurs de la pyramide vers le sommet de la pyramide. On n'a jamais vu un tel transfert de richesse s'opérer en l'espace de 30 ou 40 ans, et avec une accélération, bien sûr, depuis 2008, c'est-à-dire plutôt fin 2008, depuis que les banques centrales ont activé la planche à billets, ce qui a été institutionnalisé dès mars 2009, ce qui vaut certainement d'ailleurs son prix Nobel à Ben Bernanke, qui a réussi à... C'est ce à quoi je pensais. C'est exactement ce à quoi je pensais. Le champion qui nous a mis dans la crise des subprimes et qui derrière a fait fonctionner la planche à billets, ce qui est la source de l'inflation aujourd'hui, vient d'avoir le prix Nobel. Donc voilà, je propose Zelensky et Poutine pour le prochain prix Nobel de la paix, parce que là, on va dedans, là, c'est bien. Alors, pourquoi j'en reviens à 2008 et 2009? Parce que là, on aurait dû se dire avec les subprimes que si on en était là et que les particuliers étaient aussi endettés, c'est qu'il y avait un problème, c'est-à-dire que leurs revenus ne leur suffisaient plus pour vivre, ou en tout cas pour consommer ce que nos multinationales ont à nous vendre. Et c'est le Fordisme. Hein. Ford disait il faut que mes salariés un jour puissent acheter la voiture qui sort de nos chaînes. Voilà. Donc, en 2008, on aurait dû se dire aïe, 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 on a un problème de dette, comment on le résout? Est-ce qu'on fait un peu machine arrière depuis les années 80-85, les Reaganomics? Est-ce qu'on fait une machine arrière parce que le transfert, on voit bien qu'il va du bas de la pyramide vers le haut? Ou alors, est-ce qu'on se lance à corps perdu? Est-ce qu'on se lance dans une fuite en avant dans la création de monnaie dette? Donc, on avait le choix de dire les banquiers, ils ont un peu déconné, et les banques centrales les ont quand même beaucoup encouragés à déconner et à céder à leur mauvais penchant. Et avec Ben Bernanke, on s'est dit non, les banquiers sont innocents. Ce sont les particuliers qui ne gagnent pas assez de sous, ils devraient travailler plus pour gagner plus. Et voilà, s'ils veulent le dernier iPhone, eh ben, ils n'ont qu'à s'endetter. Et voilà. Donc, à partir du moment où on a accéléré la création monétaire,
on a accéléré ce mécanisme qui fait qu'en fait, ce sont ceux qui le captent à la source, qui se le mettent dans la poche, qui ensuite le stockent dans les marchés, tandis que le ruissellement, évidemment, est une fable absolue. On connaît l'effet Cantillon. On sait très très bien que, à travers l'histoire des millénaires, c'était toujours ceux qui étaient dans l'entourage de l'empereur, du roi, de tout ce que vous voulez, qui captaient tout l'argent et que ça ne descendait jamais vers le peuple. Ça n'a pas changé avec la planche à billets parce que les mécanismes psychologiques et l'humain n'a pas changé. Donc, la planche à billets, la monnaie dette, c'est de l'argent déversé directement dans la poche de ceux qui ont un accès direct au guichet des banques centrales, c'est-à-dire c'est pas monsieur tout le monde. Si vous voulez avoir accès à des instruments pour travailler sur l'obligataire, vous couvrir, etc., ça commence à 100 millions de dollars. C'est le ticket d'entrée. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas dans la catégorie des 100 millions de dollars, vous êtes de toute façon privé des moyens techniques de vous couvrir contre la volatilité des taux, des monnaies, des marchés financiers, etc. Donc, la paupérisation de 90% de la population, elle est actée et à travers un système que l'on nous impose, qu'on nous inflige avec ce « il n'y a pas d'alternative ». C'est comme ça que ça fonctionne et pas autrement, car si ça fonctionne autrement, eh bien c'est du communisme et on va vers le chaos. Bon, eh bien, où en est-on arrivé avec la planche à billets? On en est arrivé à ce que les banques centrales ouvertement abolissent le risque, donc abolissent le besoin d'un marché, puisque c'est ce marché qui permet de mesurer si le risque est fort ou faible, si on va vers une bulle ou si on va vers une récession. Donc il y a un moment où il faut remettre de la liquidité, il y a des moments où il faut la retirer. On ne retire jamais. Pardon, je vous interromps juste une seconde, c'est que pour que tout le monde comprenne bien, en fait, le taux d'intérêt qui est lié à l'argent, quand une banque vous prête de l'argent ou qu'une banque centrale prête à quelqu'un de l'argent, le taux d'intérêt qui est lié, il est censé couvrir le risque et le temps. Et donc, si le taux d'intérêt est de 0, ça veut dire que le temps n'existe plus et que le risque n'existe plus, d'où votre remarque de l'abolition du risque. Voilà, excusez-moi, je voulais juste faire ça pour les néophytes qui ne connaissaient pas ce principe. Mise au point, effectivement, très juste. J'y rajoute juste une petite chose. Pour ceux qui disent le crédit, c'est pas bien, il faudrait qu'on ait un fonctionnement un petit peu comme dans la finance musulmane avec les soukouk. C'est-à-dire qu'en fait, on ne verse pas d'intérêt prédéterminé, on verse un dividende en fonction de ce que la réalité économique permet. Néanmoins, quand vous prêtez de l'argent à votre banque qui à son tour le prête à l'État, c'est de l'argent dont vous vous délestez provisoirement et qui vous empêche, si une opportunité se présente, de la saisir. Comprenez bien que dans la vie, on peut avoir de temps en temps, une proposition de s'associer pour monter une boîte. Si vous avez prêté votre argent à l'État, quelque part pendant un moment, vous n'en disposez pas. Donc il faut que vous le réempruntiez. Et là, bien sûr, on va vous le facturer celui-là. Bon, avec l'action des banques centrales, on arrive quand même à ce constat phénoménal que ceux qui ont le plus d'argent en obtiennent encore plus gratuitement et que ceux qui en manquent, on leur facture assez violemment. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, sur une carte de crédit, le découvert ou la facilité de caisse, appelez ça comme vous voulez, c'est 16,5-17%. Voilà. En face, celui qui vous fournit le service ou la prestation pour laquelle vous vous êtes endetté, si c'est LVMH, il emprunte gratuitement. Il peut lever de l'argent gratuitement et pour acheter notamment ses propres titres. Même chose pour Apple, etc., qui vous vend son dernier iPhone. Donc tout le système est fait pour plumer celui sur lequel on compte pour assurer le fonctionnement du système. C'est lui qui, par ses achats, par sa consommation, fait fonctionner l'économie. Et on est en train de l'étouffer de plus en plus
tandis que ceux qui n'ont pas besoin d'argent en obtiennent gratuitement, peuvent acheter énormément de produits financiers. Et évidemment, quand tout le monde, enfin tous ceux qui ont les moyens, achètent des produits financiers, ces produits ne cessent de monter. Il se produit donc un mécanisme de bulle qui enrichit encore plus ceux qui ont placé leur argent dans le système financier, puisque par des mécanismes complexes, ils peuvent gager leurs gains potentiels ou leurs gains futurs, ils peuvent les gager pour obtenir de la vraie monnaie, pour investir dans de l'économie réelle et acheter de vraies choses. Alors que ceux qui auraient le plus besoin d'acheter ces choses en sont empêchés parce qu'ils n'ont plus les moyens, plus assez de salaire, plus assez d'épargne pour suivre et effectivement se maintenir à flot. Donc le système est complètement vicié et je dirais qu'on aboutit à ce constat, c'est que 30 ans après la chute du mur de Berlin et après la chute du monde du système soviétique, on arrive finalement à ce que des banques centrales occidentales gèrent de façon totalement soviétique l'économie, fixent le prix de l'argent, donc ils l'ont fixé à 0, décident de qui doit gagner dans ce système et qui va perdre systématiquement. Donc les gagnants sont systématiquement les 1% ou les 0,01%, et les perdants sont systématiquement les 90%, avec, on va dire, un petit matelas de 10% qui, quelque part, parvient plus ou moins à surnager. Et c'est eux qui font, en fait, aujourd'hui, tourner l'économie, mais petit à petit, ce réservoir de consommateurs est grignoté par le bas, et de plus en plus, même ceux du dernier décile ont de moins en moins les moyens de soutenir le fonctionnement du système. Et ce système n'est plus une économie de marché, puisque les banques centrales, je le répète, ont aboli le marché. Voilà, donc on a mis 70 ans pour abattre, si j'ose dire, le modèle soviétique, et on n'a mis que 30 ans pour devenir nous-mêmes un système soviétique. Oui, ça c'est un point important. Justement, quand les banques centrales se sont mis à faire du zéro, enfin du taux d'intérêt zéro, et à racheter des dettes d'État, ce qui étaient deux choses totalement impensables, beaucoup d'économistes, moi j'en parlais à l'époque sur ma chaîne, qui était à l'époque une toute petite chaîne, et des grands économistes en parlaient, on commençait à fausser complètement le marché. Et en faussant complètement le marché, on faussait le temps, on faussait le risque, etc. Et on allait forcément vers des catastrophes comme on est en train de les vivre actuellement. C'était quelque chose d'écrit, ça a mis beaucoup plus de temps à se produire que ce qu'on pensait, mais c'était quelque chose d'absolument évident, il n'y avait pas d'autre choix. Et on remet le prix Nobel de la paix à celui qui a inventé tout ça, de la paix, pardon. Le prix Nobel d'économie à celui qui a inventé tout ça, Ben Bernanke. J'en reviens toujours pas. Mais il l'a vraiment mérité. Il l'a vraiment mérité. D'ailleurs, il faudrait savoir de qui est composé le comité Nobel. Je dois dire que depuis l'histoire des Nobel d'économie, jamais un lauréat n'a enrichi autant ceux qui l'ont élu comme le lauréat de l'année. Dans l'histoire des Nobel, c'est jamais arrivé que quelqu'un ait autant distribué d'argent à ceux qui décident qui mérite le prix. Enfin, c'est hallucinant. Et alors, bon, si on se penche plus sur l'Europe, on voit que nous, on a un deuxième problème. On a le problème de l'énergie qu'on a traité tout à l'heure, mais on a aussi maintenant le problème de la monnaie qui est devenu vraiment notre faiblesse, puisqu'on voit que l'euro dégringole par rapport j'allais dire à toutes les monnaies, mais disons à beaucoup d'autres monnaies, parce que le livre sterling arrive à faire l'exploit d'être aussi, voire pire que l'euro. Ceci, les Anglais s'en tirent toujours, donc il ne faut pas s'inquiéter pour l'Angleterre, c'est un peuple qui est habitué au coup dur. Mais ils s'en tirent toujours, donc c'est nous qui finirons par souffrir. Mais l'euro est devenu un véritable problème pour vous.
vous pensez qu'on a des chances de redresser la barre de l'euro, là, ou qu'on est effectivement dans une crise qui risque de tuer l'euro, hein. C'est-à-dire que beaucoup d'économistes commencent à dire que l'euro est en risque de survie, là, actuellement. Est-ce que vous partagez cette idée ou est-ce que vous pensez que non, c'est une étape difficile et que maintenant on a une banque centrale qui a réalisé le problème et qui commence à remonter les taux d'intérêt justement parce qu'elle s'est aperçue que cette politique de taux zéro n'était plus tenable? Bon, alors l'euro, c'est un peu plus gros que la livre sterling, mais les problèmes sont les mêmes. La livre sterling est la devise d'un pays désindustrialisé, un choix thatchérien, hein, de confier à l'ingénierie financière le soin de remplacer la vieille industrie charbonnière et sidérurgique. Donc, l'Angleterre aujourd'hui n'a plus d'industrie, elle n'a plus d'énergie. Bah, bien sûr, elle participe elle aussi au boycott du gaz russe. Ces centrales nucléaires sont également vieillissantes. Donc un pays qui a plus d'industrie, plus d'énergie et qui a plus d'excédents, ça se passe très mal. Bon, la livre, elle est en difficulté depuis déjà plusieurs années, hein. Elle glisse, elle baisse depuis plus de 3 ans. L'euro avait surnagé parce que l'Allemagne continuait de faire des excédents. L'Italie fait des excédents. Et je rappelle que l'Italie et l'Allemagne font des excédents grâce à leur industrie. Alors que de la France, pays de services, pays très fréquenté par les touristes, malgré tout, malgré ses 50 ou 60 millions de visiteurs annuels, ne dégage pas d'excédents. Donc la vraie richesse, le constat qu'on peut faire, c'est l'industrie. La Corée du Sud dégage des excédents, c'est de l'industrie. Même chose pour le Japon. Quant aux États-Unis, ils sont en déficit permanent et pourtant on nous les cite toujours en exemple comme étant le pays où on a, Facebook, Amazon, etc. Mais vous voyez que si ces entreprises sont devenues extrêmement puissantes, elles n'ont absolument pas consolidé, renforcé les pays dont elles sont originaires. Donc, si demain l'énergie ne redescend pas rapidement à des prix qui rendent la production industrielle concurrentielle, et donc il faudrait que par rapport à aujourd'hui, le prix du gaz redescende de 70 ou 75% pour que l'Allemagne refasse des excédents, l'euro devient donc, comme la livre, la devise d'une zone économique qui est en déficit structurel, où l'industrie va se délocaliser. Où est-ce qu'ils vont aller? Je ne sais pas. J'imagine que les Américains n'attendent que ça, de voir Arcelor produire plus du côté de Pittsburgh. Je ne sais pas. Mais on ne peut produire de la richesse que si on a les moyens de produire à bas coût. C'est ce qui faisait justement la puissance de ce couple russo-européen, c'est qu'il nous fournissait de l'énergie à un prix plus concurrentiel que le shale oil américain, même si les Américains pourraient doubler, si on veut, leur production, le coût de revient est extrêmement élevé, et donc ça n'aurait jamais concurrencé le gaz russe. Donc sans gaz russe, je dis, notre modèle, il est mort. Voilà mon diagnostic. Je ne vois pas par quoi l'Europe va s'en tirer. Des fois, on se rêve en train de créer, je ne sais pas, le prochain Amazon ou le prochain Facebook. Bon, Facebook divisé par 2, d'accord. Mais voilà. Est-ce qu'avec un nouveau secteur d'activité et lequel on va pouvoir dégager à nouveau des excédents qui vont faire que l'euro est une devise sexy? Voilà. Alors, maintenant que ça, on se prend en pleine face le constat que, évidemment, l'euro est une monnaie dysfonctionnelle depuis 20 ans. Et tous ceux que vous avez interviewés avant moi en sont d'accord. L'euro est dysfonctionnel, mais jusqu'à présent, on survivait parce que grâce aux excédents allemands, néerlandais, italiens, etc., bon, ça tenait à peu près la route.
Maintenant, on découvre que la fameuse balance des paiements, Target 2, entre l'Allemagne et les pays du Sud, on est maintenant à 1230 ou 40 milliards de déséquilibre. Autrement dit, il y a 1240 qui sont dus à l'Allemagne et qui a jusqu'à présent eu la bonté de ne pas les réclamer. Bon, maintenant que l'Allemagne ne fait plus d'excédent, comment ils vont payer la retraite de M. Schulz? Voilà. Donc, l'euro, d'un seul coup, on va découvrir ce qu'il est vraiment. Ce n'est plus la devise d'une zone qui produit de la richesse et fait des excédents, et c'est une zone où, demain, on va peut-être se tirer dans les pattes, chacun réclamant à l'autre ce qu'il devait et qu'il n'a pas versé depuis 20 ans, parce qu'on pouvait encore fermer les yeux et faire comme si tout allait bien. C'est ça. Tant que c'est l'abondance, tout se passe bien, mais quand on est dans la rareté, quand chaque pays arrive dans la rareté, il va commencer à demander des comptes aux autres et surtout à plus vouloir leur prêter quoi que ce soit. Donc on va commencer à se tirer un peu la bourre pour essayer de tirer notre épingle du jeu. Ça va devenir très compliqué. Mais tout ça, c'est vraiment. Moi, j'aime bien l'euro parce que pour moi, je suis resté bloqué sur l'étalon or, c'est-à-dire une monnaie unique pour tous les pays, pour que chacun ne puisse pas jouer de sa monnaie pour fausser finalement la concurrence. Mais aujourd'hui, l'euro est complètement dysfonctionnel, notamment à cause des politiques des gouvernements vis-à-vis de l'énergie actuellement, et surtout à cause de la politique de la Banque centrale qui a fait absolument n'importe quoi depuis une dizaine d'années, en engageant plus des politiques que des banquiers centraux pour diriger les banques centrales. Donc c'est devenu complètement aberrant. Ça se disait au départ. Le départ, c'est 2008, c'est l'automne 2008, où on fait le bail-out général pour éviter le système de s'effondrer. Donc on distribue de l'argent à tout le monde, enfin, aux banquiers. Et voilà, on se dit, est-ce que on revient à des fonctionnements, je dirais presque académiques, ou bien documentés par toutes les écoles, que ce soit le Mont Pèlerin et dans la même filiation, l'école de Chicago. Donc on en revient à des principes un peu friedmaniens, on ne doit créer du crédit qu'à hauteur de la richesse qu'on espère produire, ou est-ce qu'on se lance dans cette fuite en avant? Donc oui, on s'est bien lancé dans cette fuite en avant. Et là, aujourd'hui, on arrivait, d'ailleurs fin 2021, au constat que rien n'allait plus, puisque ça y est, la création monétaire, la créature expérimentale était en train d'échapper, c'est-à-dire que le stockage de la surliquidité dans les marchés ne suffisait plus et que d'un seul coup, ceux qui avaient ces actifs un peu virtuels, cette monnaie sortie de nulle part, se sont dit il faut qu'on commence à acheter des choses concrètes. Donc j'imagine que si le prix du gaz, le prix du pétrole, le prix des matières premières a commencé à augmenter, c'est pas parce que le salarié de Total qui touche 2300 € par mois, même si on veut faire croire qu'il en gagne 5000, où le pompiste a commencé à acheter du nickel, du manganèse, du graphite, etc. Si toutes les matières premières ont commencé à augmenter, c'est qu'il y a des gens qui ont commencé à se tourner vers ce type d'actifs. Donc à partir du moment où le dentifrice inflationniste est sorti du tube, on sait tous très bien qu'on ne le fera pas rentrer dedans. Voilà. Donc les choses allaient déjà très mal. L'inflation était déjà quasiment hors de contrôle fin 2021. Moi, je me rappelle qu'on était déjà à 3,5 en Europe, on était déjà à 8 aux États-Unis. Ça, c'était avant que le vilain Poutine ne soit dans la situation où on refuse d'importer son gaz qui sent trop mauvais. Celui de l'Azerbaïdjan, je vous rassure, sent bien meilleur. D'ailleurs, il vient de Russie aussi. Et je pense qu'ils doivent le parfumer à bas coût et donc, du coup, on le trouve beaucoup plus acceptable. Et quelque part, Poutine a rendu service à Joe Biden et à Emmanuel Macron parce que l'inflation est devenue l'inflation Poutine.
alors qu'en fait, elle est absolument pas liée. Enfin, elle a été amplifiée par la guerre, mais elle n'est pas du tout liée à Poutine. C'est vraiment une inflation qui existe. Bien sûr. Alors, maintenant, on peut l'appeler inflation de Poutine. C'est bien politiquement, c'est très pratique pour nos dirigeants. L'élément de langage a été lâché d'ailleurs par Joe Biden 10 jours après l'invasion de l'Ukraine. Donc l'élément de langage était déjà prêt. Bon, évidemment, c'est pas lui qui l'a inventé, puisque le pauvre Biden. Il n'invente plus grand-chose. Oui. Voilà. Il y en a qui disent qu'il est proche de la sortie. Moi, je rigole. Je dis, mais vous savez que dans son état, il n'est même pas capable de la trouver lui-même. Donc, il a balancé cet élément de langage qui a été repris immédiatement par tous les médias. Et c'est un véritable matraquage. Mais ce mensonge sera répété 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois. Ça n'en deviendra pas pour autant une vérité. Le problème, c'est que si une majorité de gens en sont convaincus, nous on est là pour essayer de rouvrir les yeux, si une majorité de gens en sont convaincus, on pourra nous sortir tous les discours guerriers et ensuite justifier toutes les restrictions, tous les passes de toutes les sortes, passes énergétiques, passes fuel, passes carburant, passes gaz, passes kilowatt. On va pouvoir tout nous dérouler si les gens acceptent que c'est bien Poutine qui est la cause de tout ça, alors que nous en sommes presque entièrement responsables. Mais c'est merveilleux parce que cette inflation et cette situation de crise, en fait, c'est un énorme écran de fumée qui masque tout ce qui s'est passé avant le 24 février et qui était que le système courait à sa perte. Donc on a trouvé, avec ce conflit, on a l'impression que tous les décideurs occidentaux font tout pour qu'il se prolonge, qu'il s'aggrave, qu'il s'intensifie. Plus on rentre dans cette crise géopolitique, moins on parle des mécanismes qui étaient à l'œuvre à l'automne 2021 et qui nous envoyaient droit dans le mur. Donc Poutine est le coupable idéal à une situation qui, à mon avis, était déjà inéluctable. Et il aurait fallu à ce moment-là que, s'il n'y avait pas eu la guerre, il aurait fallu que les banquiers centraux nous expliquent comment ils voyaient le futur et comment ils allaient récupérer le coup. Alors, en montant les taux, au moment où les États sont les plus endettés, où les entreprises sont les plus endettées, où les ménages sont les plus endettés, mais on allait forcément vers une désintégration. Et si les banques centrales ne faisaient rien, eh bien, elles amenaient chacun à constater qu'elles n'avaient plus d'outils dans la boîte, plus aucune influence sur le cours des choses. Donc, elles avaient, par leurs décisions antérieures, conduit à une situation explosive. Et une fois qu'on était devant le baril de poudre, on voyait bien qu'il n'y avait plus moyen de l'éteindre. Et que l'éteindre avec la hausse des taux, ça ne pouvait provoquer que d'autres explosions. Donc là, tous les emprunteurs allaient se faire désintégrer. Et les emprunteurs, ce sont les États. Et ce qui mesure la confiance dans l'État, c'est la monnaie. Voilà. Donc les banques centrales, quoi qu'elles fassent, de toute façon, ça ne pouvait être qu'une mauvaise décision. Et d'un seul coup, grâce à la guerre, c'est plus de leur faute. Mais du coup, les banques centrales, d'après vous, vont continuer à augmenter les taux d'intérêt comme elles l'ont fait, ou est-ce qu'elles vont céder aux sirènes qu'on entend des marchés financiers et des États qui disent non, il faut recommencer à rebaisser les taux d'intérêt et recommencer à faire du quantitative easing pour que nous, on puisse continuer à emprunter. Donc en fait, est-ce qu'on est sur un moment de pivot où les banques centrales vont recommencer à faire ce que moi j'appelle n'importe quoi, c'est-à-dire le taux zéro et le quantitative easing, ou est-ce qu'elles vont être obligées de rester raisonnables, étant donné qu'il y a quand même une inflation forte, et que l'inflation trop forte, ça conduit à des régimes dictatoriaux ou alors à des explosions sociales. Voilà, est-ce qu'elles vont suivre les sirènes des États et des financiers, ou est-ce qu'elles vont augmenter les taux, continuer à augmenter les taux
pour tuer l'inflation. Quel est votre avis là-dessus? Alors, je vais répondre complètement à côté de la question au départ. Bon, j'entends bien, effectivement, le pivot. Avant, c'était Goldilocks, la grande modération, de la croissance sans inflation, le miracle permanent, la fameuse MMT, Modern Monetary Theory, qui est qu'on peut imprimer de l'argent indéfiniment et que ça ne provoque jamais d'inflation, etc. Généralement, quand on met moderne avant quelque chose, c'est bullshit. C'est n'importe quoi. Parce que la monnaie, ça existe depuis 2000 ans. Si on vous dit moderne, c'est que c'est n'importe quoi. C'est qu'on va vous raconter n'importe quoi. Ouais. Pardon. Donc, la monnaie, les banques centrales l'ont détruite avec une constance qui devrait forcer l'admiration. Donc, les États-Unis, depuis 1971, je rappelle que le dollar a perdu 99% de son pouvoir d'achat par rapport au 24 décembre 1913, date de création de la Fed, qui était censée savoir mieux que les États ce qu'il fallait faire pour préserver la valeur du dollar, qui n'avait pas bougé, elle, depuis 1860. Donc, est-ce que les banques centrales vont obéir ou réagir au cri de douleur des marchés? Le pivot, on rebaisse les taux. Ben, je pense qu'il faut se poser la question de façon différente. Comme j'expliquais, les banques centrales, soit elles montent les taux, elles font se désintégrer les emprunteurs surendettés, c'est-à-dire tout le monde sur cette planète, soit elles ne montent pas les taux et l'inflation s'envole et les monnaies n'existent plus. Voilà. Donc, là, avec 8,8% d'inflation, dernière prévision du FMI pour 2023, c'est vous dire si en 2023, les actions des banques centrales vont être efficaces, vous voyez déjà ce qu'en pense le FMI. Si les taux sont à 4% ou 4,5% aux États-Unis, est-ce que ça permet de juguler l'inflation? Une inflation à 8,8 ou plus? Évidemment non. Donc, la BCE, au départ, je pense que son raisonnement, ça a été, on est passé de 2% d'inflation en mai-juin 2021 à 4 en décembre 2021. Maintenant, on est à 10, voilà, tout rond. Bon. Soit tout de suite, on intervenait, on mettait les taux à 2,25, 2,30 quand l'inflation était encore à 2. Et là, on pouvait espérer être efficace, mais ça tombait mal puisqu'on venait de se surendetter pour écluser les conséquences de la gestion politique du Covid. Ça n'a jamais été une gestion scientifique, elle a été entièrement politique. Donc, on ne pouvait pas mettre de l'eau froide sur un organisme surchauffé à la sortie du Covid. Sinon, ça pouvait être la crise cardiaque. Hein, vous savez, le fameux choc thermique. Vous êtes au soleil par 45 et vous vous mettez dans de l'eau à 12 degrés. C'est radical. Donc, les banques centrales se disent on ne peut pas mettre les taux là où ils devraient. Et la BCE, elle s'est dit, de toute façon, que ça soit 1,52 ou 3 ou 4, de toute façon, l'inflation, elle s'est déjà échappée au-delà de 5. Donc, ça sert à rien. Laissons faire la Fed, c'est elle qui, de toute façon, dirige, comme on dit, c'est le taulier, donc c'est eux qui dirigent les marchés mondiaux. Donc laissons faire la Fed et nous, on va être le passager clandestin de la lutte homérique de la Fed contre l'inflation. En fait, la Fed n'aura pas la peau de l'inflation en montant les taux. On sait très bien. Elle l'aura éventuellement en créant une récession. Une récession, ça veut dire que les emprunteurs ne pourront pas rembourser. Il faut être clair. Hein, si vous êtes surendetté et que vous ne faites plus votre chiffre, que vous ne faites plus de marge, vous ferez défaut. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, la Fed? Elle sait que quoi qu'elle fasse, ça ne va pas être efficace ou ça va se terminer par un désastre. Mais ce qui serait le plus désastreux pour la Fed, c'est de donner le sentiment qu'elle ne peut plus rien faire. Alors elle fait des choses, elle monte les taux, elle parle, elle essaie, comme on dit, d'ancrer les anticipations, elle sort des éléments de langage, tout ça, nous serons inflexibles, et les dot plots de tous nos membres éminents de la Fed, on vous avertit qu'on va probablement emmener les taux à 4,5. Mais 4,5, 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
dans toute l'histoire des banques centrales, c'est pas si ancien, les banques centrales, ça n'existe pas depuis très très longtemps, hein. Ça existe maximum depuis peut-être 2 siècles en Angleterre et un peu plus d'un siècle aux États-Unis. L'inflation, on n'a jamais pu la contrôler avec des taux nominaux négatifs. Il fallait toujours que les taux soient supérieurs. Quand Volcker met les taux à 20% aux États-Unis, on a une inflation qui est à 16,3 ou 16,4. Donc voilà, là au moins on a quelque chose d'efficace. Si l'inflation retombe, c'est qu'on sera dans une récession telle que on s'apercevra vite que le problème, c'est pas que l'inflation soit encore à 5 ou 6 quand on voudrait qu'elle soit à 3, mais ça va être que énormément d'emprunteurs font défaut. Et c'est ça la prochaine crise. Et c'est ça que les banques centrales vont devoir régler. Et là, je ne sais pas, mais comment vont-elles réussir à faire croire qu'elles vont pouvoir résoudre ce problème de surendettement et d'incapacité des emprunteurs à rembourser? Pour permettre le remboursement, elles vont devoir rétablir la planche à billets. C'est absolument imparable. Sinon, le système économique est par terre. Alors après ça, on pourra toujours dire que c'était de la faute de Poutine, certes, mais on sera effectivement par terre. Et aujourd'hui, les banques centrales, à mon avis, elles essaient de faire croire qu'elles peuvent encore quelque chose contre l'inflation, ou qu'elles pourraient encore, comme la Banque centrale d'Angleterre, intervenir pour empêcher les gilts de s'effondrer. Donc, leur jeu aujourd'hui, c'est de faire croire qu'elles sont encore crédibles. Mais il faut être conscient que quoi qu'elles fassent, à mon avis, ça ne marchera pas. Le principal problème, c'est l'endettement des États. C'est que, comme vous le dites, si on veut tuer l'inflation, il faut un taux d'intérêt qui soit au-dessus de l'inflation. Paul Volcker, c'était dans les années 80. Il a une inflation qui arrive à 14% à ce moment-là. Les politiques commencent à paniquer complètement en disant on va se retrouver comme dans l'Allemagne des années 30, il faut stopper ça. Donc il nomme Paul Volcker à la tête de la Fed et Volcker dit le seul moyen d'arrêter l'inflation, c'est de mettre les taux très haut. Hein. Donc il met les taux à 20% et ça crée une grosse récession et du coup il tue l'inflation pour les 40 années qui suivent. Donc il y a une grosse récession de 3 ans, mais après pendant 40 ans on a été tranquille. Donc merci Paul Volcker. La différence, c'est qu'aujourd'hui, les États sont extrêmement endettés. Avec 2,5% d'intérêt, la France, le coût de la dette, de remboursement des intérêts de la dette en France, c'est l'équivalent du budget d'éducation nationale. Donc, si la Banque centrale met les taux d'intérêt au-dessus de l'inflation, c'est-à-dire à 11-12%, c'est l'intégralité du budget des recettes fiscales de la France qui partent sur les taux d'intérêt. Autant dire, la France fait faillite. Donc, c'est le gros problème des banques centrales, c'est qu'elles ne peuvent pas stopper l'inflation de cette manière-là, parce que sinon, elles envoient l'Italie au tapis, elles envoient la France au tapis, elles envoient l'Espagne au tapis. Enfin, vous avez un nombre d'États qui ne survivraient pas à ça, qui est phénoménal. Tous les emprunteurs en dollars, notamment. Tous les pays émergents emprunteurs en dollars, ils sont complètement tributaires du loyer de l'argent aux États-Unis. Alors, il y en a encore qui sont assez malins pour aller emprunter au Japon et faire ce qu'on appelle du carry trade, mais grosso modo, la plupart des emprunteurs émergents sont soit en dollars, soit en yuan. Oui, donc vous avez beaucoup d'États qui ne survivraient pas actuellement à ce problème-là. Alors, il y a les pays émergents, mais aussi, effectivement, les gros pays que j'ai cités, la France, européens, qui se sont endettés pendant des dizaines d'années sans réfléchir aux conséquences, juste en réfléchissant à la prochaine élection, et qui, aujourd'hui, risquent de nous mettre le système économique par terre. Parce que les banques centrales sont coincées. Il ne faut quand même pas oublier que grâce à la BCE, la France, qui avait déjà une dette qui se rapprochait dangereusement des 100% du PIB, elle a quand même été payée pendant, j'ai regardé ça, pendant 13 ou 14 mois, elle a été payée pour emprunter à long terme. Mais ça faisait très très longtemps déjà que nos dettes à court terme, 6 mois, 1 an, 2 ans, la France était payée pour s'endetter
depuis presque 2015, depuis que Mario Draghi avait fait le quoi qu'il en coûte. D'ailleurs, lui, je pense qu'on pourrait le proposer au prochain Nobel d'économie, parce que qu'est-ce qu'il a pu enrichir aussi les marchés financiers, et on lui doit finalement la survie de l'euro. Parce que s'il n'avait pas ramené les taux à zéro, la faillite de l'Italie, de l'Espagne, de la France, elle serait déjà actée depuis longtemps. Voilà. Mais il y a un moment, et nous sommes peut-être arrivés à ce moment, où on va se rendre compte qu'effectivement, il n'y a aucune bonne solution, mais surtout aucune solution efficace émanant des banques centrales. La solution Volcker était une solution douloureuse, mais efficace. Là, aujourd'hui, nous avons que des options qui sont douloureuses et probablement inefficaces. Enfin, je veux dire que avec un problème supplémentaire, c'est que plus on attend pour les mettre en place, plus elles vont être douloureuses. C'est-à-dire qu'il aurait peut-être mieux fallu que l'euro se casse la figure en 2008, ou au moment de Lehman, ou juste après avec la Grèce, plutôt que d'attendre aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'intégralité du système qui risque de partir à volo, quoi. Plus on attend, plus ça va être dur. Hein. Donc, il faut vraiment trouver une solution rapidement, là, je trouve. Là, peut-être qu'à un moment, les Américains vont s'apercevoir que d'avoir contraint les Européens, parce que la décision est venue des États-Unis, évidemment, de boycotter le gaz russe, ce pas les Européens qui ont eu l'idée. Hein. Je ne pense pas non plus que ce soit les Européens qui ont eu l'idée de saboter Nord Stream, encore moins les Russes. Donc, il y a peut-être un moment où les Américains vont s'apercevoir que, bon, ça y est, ils nous ont vraiment mis dans la mouise, ils nous ont vraiment rendus complètement dépendants du gaz américain, peut-être en partie également du pétrole américain. On est complètement dépendant d'eux pour les systèmes d'armes qu'on envoie en Ukraine. Mais il y a peut-être un moment où, à force de nous faire tomber, on risque peut-être aussi de les entraîner dans leur chute, dans notre chute, pardon. Donc, je ne sais pas, j'imagine qu'il y a des gens très intelligents aux États-Unis qui ont dû faire tourner des modèles, des calculs en disant, voilà, on va effondrer l'Europe, mais il ne faut peut-être pas aller au-delà d'un certain niveau d'effondrement. Le problème, c'est qu'en face, on a des Russes avec lesquels je pense qu'il va être difficile de se réconcilier, et je pense que la confiance nécessaire pour passer des accords commerciaux, elle est durablement abîmée, ce qui fait que c'est très, très difficile aujourd'hui de se projeter dans un monde où on aurait trouvé une solution pour l'Ukraine qui soit bien sûr pas satisfaisante, mais au moins on arrête la pluie de cadavres. Je pense que c'est quand même ça qui devrait nous préoccuper, arrêter les horreurs de la guerre, etc. Mais je pense malheureusement que les Américains voient un peu l'Ukraine comme l'Irak lors de la destruction de l'Irak pour cause d'armes de destruction massive. C'est qu'une fois que c'est les Américains qui auront fait les destructions massives, ce sont les entreprises américaines qui participeront à la reconstruction massive. Voilà. Le bombardement de Belgrade en 99, moi j'y étais il y a 2 mois, je peux vous assurer que les Serbes s'en souviennent, ça a été des bombardements sur des installations civiles, énormément de victimes non militaires, hein, il faut s'en souvenir. Et qu'est-ce qui a été détruit en priorité? Les ponts de Belgrade, les centrales thermiques, les transformateurs électriques. Et ben derrière, après, ça a été la Serbie, ça a été un magnifique marché pour la reconstruction. Voilà. Et l'Ukraine, c'est 10 fois la Serbie. Donc vous voyez, il y a peut-être de l'espoir. Donc il y a un moment où peut-être que les Américains se diront, bon, ça va, tout est suffisamment cassé maintenant en Ukraine pour qu'on calme le jeu, qu'on essaie de rétablir la visibilité, parce que quand on est dans une guerre qui pourrait devenir éventuellement nucléaire, il y a évidemment zéro visibilité. Donc au moins on arrête la guerre et puis on commence à reconstruire l'Ukraine. Et puis bon, les entreprises américaines évidemment sont les premières pour obtenir des contrats de reconstruction. Tout le monde a bien compris que c'est comme ça que ça va se passer et pas autrement. Et à ce moment-là, on donnera des miettes aux Européens.
parce qu'ils sont quand même pas loin de Kiev, etc. Donc, reconstruire les ponts, les centrales thermiques, etc. Voilà, il y aura un peu de taf pour les pays européens. Mais je pense que c'est comme les Américains qui remporteront, comme on dit, l'essentiel. Voilà, ils se tailleront la part du lion et remporteront la majorité des enchères. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que maintenant, il y a pratiquement un tiers des terres agricoles ukrainiennes qui avaient été rachetées par des groupes américains ou par des grands fonds occidentaux. Depuis 2014, l'Ukraine s'est vendue à la découpe essentiellement aux Occidentaux. Et les terres agricoles, pour l'instant, tout va bien, elles n'ont pas été détruites, abîmées par la guerre. Ce qui a été abîmé, ce sont les infrastructures. Donc, il y a un moment, quand il n'y aura plus d'infrastructures à détruire, je pense que c'est là peut-être que le conflit s'arrêtera. Parce que ça ne sert à quoi de continuer s'il n'y a plus rien à reconstruire derrière. Et alors, du coup, donc on a plutôt tous les deux une vision un peu apocalyptique de l'avenir qui n'est pas radieux sur différents plans. Comment fait-on, parce que vous êtes financier, donc comment fait-on quand on est un particulier pour protéger son argent, en fait, parce on a un euro qui plonge, un système bancaire qui est fragilisé à cause des dettes d'État et à cause des dettes obligataires qu'il a été obligé d'acheter. Comment on fait? On a donc les obligations qui sont en crack, on a les actions qui baissent. On ne parle pas encore de crack, mais on commence à s'en rapprocher joliment. Qu'est-ce qu'on fait actuellement quand on a un petit peu d'argent devant soi, sans en avoir beaucoup, qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, on le retire de la banque, on l'enterre au fond du jardin, enfin on fait quoi pour s'en sortir mieux? Je pense qu'il est prudent d'avoir un petit peu de liquide. Voilà, sous le matelas où vous voulez, mais avoir un petit peu de liquide. Ou si demain il y avait des grosses pannes de courant, on n'est plus, les dames ne fonctionnent plus, etc. Que tout s'arrête. Bon, je prends là une hypothèse épouvantable. Donc non, je pense que ça n'arrivera pas naturellement, mais je pense que c'est bien quand même d'avoir quand même un petit peu de liquide devant soi, d'avoir aussi quelques petites réserves de boîtes de conserve, etc. On ne sait jamais, des fois qu'on n'a plus d'essence pour aller au supermarché, vous voyez. Il y a plein de choses comme ça qu'il faut faire. Je me dis qu'à un moment, peut-être que notre meilleure protection contre l'inflation ou l'indisponibilité, parce que c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que l'essence devient indisponible, le gasoil est indisponible. On nous dit que cet hiver, finalement, l'électricité sera aussi indisponible, voilà, pour chauffer son ballon d'eau chaude, etc. Donc peut-être qu'à un moment, l'indisponibilité va aussi toucher les biens de première nécessité et que si d'un seul coup ils deviennent indisponibles, ils pourraient à leur tour devenir très chers. Donc avoir de quoi tenir 15 jours, 3 semaines, qu'une situation de crise aiguë s'évacue. Vous vous souvenez que lors du moment Lehman de 2008, entre la faillite de Lehman et le sauvetage d'AIG, où on a bien compris que les banques centrales, ça y est, elles allaient sauver le système, ça a duré une quinzaine de jours. Une crise aiguë, ça peut durer 15 jours, donc je pense qu'il faut effectivement être prêt pour affronter ça. Alors maintenant, si on a plus d'argent qu'un tout petit peu d'argent devant soi, je pense que l'immobilier, à moins qu'on prenne l'hypothèse d'une guerre nucléaire où tout sera réduit en cendres, ça reste quand même un bon hedge contre l'inflation. Le souci, c'est que aujourd'hui, pour obtenir du crédit, c'est compliqué. Les taux d'usure ont été remontés, mais pas assez. Ce qui fait que si on emprunte à 2,25 sur 20 ans, plus l'assurance, plus les frais, on risque d'atteindre rapidement les 3,05 qui sont de nouveaux plafonds et qui va malheureusement nous brider jusqu'à la fin de l'année. Mais si on a la possibilité effectivement de faire un crédit immobilier, je pense qu'il faut le faire. Et si on n'en a pas les moyens, mais qu'on a quand même un petit peu de sous devant soi, a priori, les SCPI, ça reste un vecteur qui me paraît encore solide, avec encore du rendement. Et puis c'est vrai, vous voyez des publicités à la télé en ce moment, sans le souci du locataire qui ne paye pas ou qui dévaste le bien parce qu'il est, je sais pas,
D'un seul coup, il s'est un petit peu énervé, on ne sait pas pourquoi. Donc, ça reste un placement de moyen long terme que je pense solide. Si on pense qu'il n'est pas solide, ça veut dire que c'est l'apocalypse et qu'il faut, à ce moment-là, il ne faut plus rien avoir du tout. Avoir un petit peu d'or et d'argent qui commenceront à remonter lorsque le dollar aura fini son ascension inexorable. J'ai peur malheureusement qu'il continue parce que la livre sterling elle est très mal, l'euro pourrait être très mal. On ne peut pas exclure que l'euro aille à 0,80. Donc, ce qui veut dire que si on a de l'or et de l'argent, d'ici qu'on atteigne les 0,80, ça peut encore souffrir. Voilà. Mais à moyen, long terme, je pense que ça reste encore une bonne protection. En tout cas, pour un investisseur qui détient de l'euro, la baisse de l'or et de l'argent, depuis le 1er janvier, n'existe pas. Si vous avez de l'or et de l'argent, l'or a pris 7% par rapport à l'euro, 1er janvier, et l'argent, il y a quelques jours, il était remonté au-delà de 20 dollars l'once. Il était également en très forte progression par rapport à l'euro. Les Britanniques qui ont acheté de l'or, avec leur livre qui perd quasiment 25% en moins d'un an, ceux qui ont de l'or, ils ont vraiment bien préservé leur patrimoine. Il n'y a que les Américains pour qui l'or n'était pas un bon placement. Bon, ce qui veut dire que symétriquement, il y avait mieux à faire que l'or, évidemment, lorsque le conflit a commencé en Ukraine, c'était évidemment d'avoir du dollar, parce que l'Européen qui achetait du dollar, il avait beaucoup plus d'argent aujourd'hui qu'au 1er janvier ou au 24 février. Donc, c'était effectivement le dollar qu'il fallait jouer cette année, naturellement. Mais l'or et l'argent, pour nous, Européens, c'est pas un placement qui nous coûte. Hein. Ça reste encore une protection convenable, je dirais. Très bien. Eh bien, écoutez, Philippe Béchald, je vous remercie de cette interview. Je rappelle donc que vous êtes rédacteur en chef de la chronique Agora et de la lettre Les Affranchis. Et je mets des liens dans la description de la vidéo pour qu'on puisse aller voir tout ça. Et puis à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.